Have you ever thought about the reason why products seem to be lasting for less time? Not so long ago, a pair of jeans used to last for years. But nowadays, after some laundering, it already seems like it's time to buy another pair, right? What about your mother's refrigerator? It was almost a family member. Yours, however? Well, this is not just an impression. The product's lifetime, the period that goes from purchase to disposal, is actually decreasing. 1. Mechanical breakdown. 2. Software glitches and electrical failure. 3. Along with unavailable or high repair costs, are the main causes of product replacements. With twice as many people expected to enter the global middle class in the coming years, it's essential to increase the lifetime of products to avoid unnecessary waste generation and depletion of natural resources. So how can we deal with this problem? As consumers, we can take better care of products so they can be used for a longer time. Regularly perform maintenance, repair, or upgrade a product before buying a new one. Whenever possible, look for products that have been refurbished, remanufactured, or repaired that meet our needs instead of buying new. But industry can also help by having strategies such as designing products that last longer, creating products that make maintenance and upgrading easier, encouraging a repair culture as opposed to the take, make, dispose mindset. Designing products that enable repair or remanufacturing, keeping them useful or even better than before. Encouraging the reuse of products for different functions, delaying their disposal. These practices reduce raw material extraction and waste generation, stimulate energy efficiency, empower and educate consumers, and can engage all actors of the value chain in positive change. The Longview Report was developed under the One Planet Network Consumer Information Program. The program aims to improve accessibility and credibility of information to consumers. Product lifetime is a topic which consumers need more information about, and the Consumer Information Program will continue to work on it. Please contact us today to hear more. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans ce webinaire sur l'allongement de la durée de vie des produits. Je m'appelle Laetitia Montero, je travaille pour le programme des Nations Unies pour l'environnement dans l'unité de consommation et de production durable. Et donc aujourd'hui, nous organisons ce webinaire avec l'appui du ministère de la Transition écologique et solidaire, et je les en remercie. Donc pour vous parler de l'allongement de la durée de vie des produits. Donc ce webinaire a lieu dans le cadre de notre réseau One Planet Network, où nous avons plusieurs groupes de travail, dont un de manière spécifique sur l'allongement de la durée de vie des produits. Sophia, s'il te plaît, le slide. Vous allez pouvoir voir ici notre site web où vous pourrez trouver plus d'informations sur le sujet. On va aussi vous copier le lien dans le chat. Et aussi, on va vous mettre notre adresse email au cas où vos organisations seraient intéressées par nous rejoindre dans ce débat. Donc, c'est un groupe de travail où on regroupe secteur privé, secteur public, société civile. C'est un groupe de travail multipartite. Et donc, on vous invite à nous rejoindre. Avant que je continue sur ce webinaire, je tenais vraiment à remercier de tout cœur tous nos panélistes qui ont répondu présent immédiatement avec beaucoup d'intérêt. Nous avons même un panéliste qui est censé être en vacances, mais qui nous a rejoints. Donc, un grand merci à vous tous pour votre intérêt et votre disponibilité. Sophia, s'il te plaît. Donc, l'objectif de la rencontre, donc nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est
plus sur ce qu'est l'allongement de la durée de vie des produits dans la promotion de l'économie circulaire. Un deuxième objectif, c'est de voir, j'en ai déjà un peu parlé, l'importance de cette approche multipartite, d'avoir l'ensemble des acteurs impliqués dans cette avancée de l'allongement de la durée de vie des produits. Et je dois dire qu'en préparant ce webinaire, j'étais très heureuse de voir que c'est une chose qui a déjà lieu. Hein, tous les panélistes se connaissaient déjà de près ou de loin, mais ce qui montre qu'il y a déjà cette attitude de travailler ensemble dans cette thématique. Et je tiens à le souligner parce que ce n'est pas forcément vrai dans tous les pays dans lesquels on travaille. Donc, c'est une très bonne chose de voir ça. Et finalement, le troisième objectif, eh c'est de présenter des exemples concrets, des initiatives concrètes en France ou ailleurs dans les pays francophones, mais ailleurs dans le monde, qui ont fait leurs preuves et qui seraient intéressantes de poursuivre. Dernier petit point pour les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la section Q&A. On est un peu pressé par le temps, donc je ne sais pas si on pourra prendre toutes les questions. En tout cas, on va essayer d'en prendre au moins une ou deux. Mais peut-être aussi que les panélistes, s'ils voient qu'il y a une question qui s'adresse directement à eux, pourraient y répondre aussi à travers le chat. N'hésitez pas à multiplier les espaces d'échange. Sophia, s'il te plaît. Alors, pour commencer, juste une petite introduction conceptuelle sur ces notions d'économie circulaire et économie linéaire. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est en gris, en pointillé, ce qu'est une économie linéaire. Donc, on passe de l'extraction à la production, à la consommation, l'usage du produit, et finalement, la fin de vie du produit. Et donc, le produit est fini à la poubelle, on le jette. Avec l'économie circulaire, ce qu'on essaie de faire, c'est de maintenir le plus longtemps possible le produit en activité. Et donc, il y a différentes manières de le faire. Il y a des nouveaux modèles à inventer, des nouveaux modèles économiques, location, marché de seconde main, aussi tout ce qui est reconditionnement qu'on a vu ces dernières années prendre de plus en plus de force, recyclage, reconversion, etc. Il y a plusieurs manières de contribuer à cette économie circulaire et à donner une plus longue vie aux produits. Sophia, s'il te plaît. Alors, pourquoi devons-nous allonger la durée de vie des produits? Slide. Alors là, c'est une image d'un artiste qui s'appelle Chris Jordan, dont le titre de sa photo, c'est « Intolérable beauté, portrait de la consommation de masse américaine ». Alors, je ne sais pas la résolution que vous avez, vous tous, en face de vos ordinateurs, mais ce sont des téléphones portables de la première génération, c'est-à-dire ce ne sont pas des smartphones. Et je trouve que le est bien choisi. Intolérable beauté, cette image nous interpelle, hein, c'est assez choquant. Il faut penser qu'au-delà de ressources, de ce qu'on voit sous nos yeux, il y a aussi toute l'énergie qui a été consommée pour produire ces téléphones portables. Et en plus, j'ai peur que nos téléphones actuels aient une longévité encore inférieure à la longévité de ces première génération de portables. Donc, cette photo nous interpelle. Sophia, s'il te plaît, next slide. Et elle soulève toute sa question de l'impact négatif environnemental de la consommation et production de masse. Et donc, nous, au PNUE, on identifie 3 grandes crises environnementales majeures pour le XXIe siècle. Donc, la pression sur les ressources naturelles qui a un impact sur la biodiversité. Et donc là, on est en plein dedans. Cette consommation de masse aussi, elle a pour effet d'émettre plus de gaz à effet de serre, donc tout l'impact sur le changement climatique. Et troisième grande crise, c'est tout ce qui est production de déchets et pollution. Donc, on voit qu'il est nécessaire de passer à une économie circulaire. Et la question, je pense, pour nous tous ici, c'est pas tant de savoir s'il faut y passer ou pas, c'est
comment accélérer cette transition. Et un vrai enjeu, et je pense que si vous êtes connecté aujourd'hui en face à ce webinaire, c'est que vous êtes conscient de ces enjeux-là, ça vous intéresse, mais la difficulté, c'est de sortir de ce groupe de personnes qui est déjà convaincu et d'aller vers les autres. Et je pense que c'est là aussi on a un travail important à faire en termes de communication. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, nous, on pense réellement que cette économie circulaire, c'est une solution où tout le monde va y gagner. Au point de vue environnemental, j'y reviens pas, on vient juste de le voir, mais aussi au point de vue économique. Cette économie circulaire, elle est source d'innovation. Il y a tout un tas de choses à imaginer. Elle est source aussi de création de nouveaux modèles économiques. On parlait par exemple tout à l'heure de la location. Pourquoi pas ne pas imaginer que l'entreprise fabricante du produit resterait propriétaire du produit et que les usagers ne seraient que locataires. Il y aurait tout un autre modèle, concept économique derrière tout ça, mais on serait sûr que nos produits auraient une longue durée de vie. Juste pour vous donner un exemple. Et il y a aussi un impact positif pour la société dans son... Ah non, excusez-moi, un point très important en revenant sur les aspects économiques, surtout en ces temps de pandémie où cette crise sanitaire s'est convertie en crise économique et en crise sociale, c'est la création d'emplois. L'économie circulaire a vraiment toute sa place pour en ce qui concerne la création d'emplois, parce que ça va générer tout un tas d'activités au niveau du territoire, et notamment sur le reconditionnement, le recyclage, etc. des produits. On ne va pas renvoyer ces produits de l'autre côté du monde, puis après les faire revenir là où ils ont été consommés. Donc, c'est important de voir que ça crée toute une économie locale qui est bien sûr nécessaire aujourd'hui. Et donc, dernier point, c'est aussi intéressant pour la société dans son ensemble, pour nous tous consommateurs, parce qu'on pourra obtenir un meilleur produit en prenant en compte ce rapport qualité-prix. Et clairement aussi, ce rallongement de la durée de vie des produits, ça répond à une attente des consommateurs. Sophie, s'il te plaît, le slide suivant. Un chiffre là d'une enquête qui a été faite en 2018, c'est que 77% des consommateurs préfèrent réparer leurs biens plutôt que d'en acheter de nouveaux. Alors là, je tiens juste un peu à comment dire, à clarifier aussi que des fois, il y a une différence entre ce que les gens souhaitent et ce que les gens... on voit souvent ça dans les enquêtes. Donc aussi, là, pour nous tous, le défi, c'est de passer du discours à l'action et d'accompagner cette volonté des consommateurs à aller vraiment vers une activité, enfin, vers une consommation plus stable. Sophia? Voilà, je vous remercie. Next slide, Sophia. Maintenant, on va commencer avec notre première table ronde sur la mise en place de l'indice de réparabilité en France. Et donc, encore une fois, je tiens à remercier nos panélistes. Pour cette table ronde, ils seront 3. Donc, nous avons la chance d'avoir Flavien Barraud, chargé de mission éco-conception au ministère de la Transition écologique. Merci d'être là. Nous avons Régis Koenig, directeur de la politique service de Fnac Darty, un distributeur de matériel électroménager, électronique et de produits culturels. Et finalement, nous avons Alec Clément, directeur d'opérations et services clients de Samsung Electronics France, donc qui est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits électroniques. Donc, un grand merci à tous et encore une fois, un remerciement spécial à Régis qui est en vacances. C'est très gentil, Régis, d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, je vais donner la parole à Flavien. Merci beaucoup, Flavien. Alors, bonjour à tous. D'abord, merci Laetitia et Sophia et puis à toute l'équipe du PME pour l'organisation de ce webinaire. Voilà, ça nous permet effectivement de pouvoir présenter
les initiatives qu'on porte ici en France, donc l'indice de réparabilité. C'est un dispositif que nous avons mis en place en fait depuis le 1er janvier 2021, donc de cette année, et qui découle, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, de la, d'abord de la FREC, donc qui était la feuille de route économie circulaire, qui a été publiée le 6 février 2018 et qui a donné lieu ensuite à la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, qui globalement en fait défend une politique euh, de prévention en fait des déchets. Et donc le corollaire, c'est évidemment d'essayer d'allonger le plus possible la durée de vie des appareils. Et donc on en arrive à la promotion de la réparabilité à travers la mise en place d'un indice de réparabilité. L'objectif est évidemment d'inciter les fabricants à améliorer leurs pratiques de réparation, pardon, essayer d'inciter les fabricants à améliorer le caractère réparable de leurs produits et inciter les consommateurs, s'ils le souhaitent, de se tourner vers des produits plus réparables. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on espère améliorer aujourd'hui le taux de réparation qu'on observe pour les produits. L'ADEME estime qu'on est à peu près à 40% pour les premiers équipements de l'indice de réparabilité. On espère passer à 60% avec l'ensemble des mesures de cette loi. Voilà, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comment s'organise ce dispositif? Donc, il y a plusieurs niveaux d'obligation. On a d'abord les fabricants ou les importateurs qui doivent établir l'indice, donc le calculer, et ensuite le communiquer sans frais les informations aux vendeurs, afin que les vendeurs soient en disposition de pouvoir afficher cet indice et en informer le consommateur au moment de l'acte d'achat, soit en physique dans les magasins ou bien sur Internet directement. Il faut savoir également que toute personne publique ou consommateur peut demander cette information directement au producteur qui dispose de 15 jours pour répondre. Et également, lors de l'achat, il est possible au consommateur de demander le détail de la notation, donc qui serait des informations supplémentaires par rapport à l'indice de réparabilité qui est une note sur 10. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Donc, pour construire cet indice, le ministère de l'écologie en France ne l'a pas fait tout seul. On s'est appuyé sur de longs travaux de concertation avec les parties prenantes. Ça a duré deux ans et demi. D'ailleurs, je suis content de pouvoir partager cette animation de table ronde avec, voilà, des parties prenantes qui sont fortement investies dans ces travaux. On avait une large représentation, un fabricant, évidemment des catégories de produits concernés, mais également des ONG, des représentations des consommateurs, des réparateurs, des distributeurs et des vendeurs. Voilà. Et bien sûr, l'ADEME qui a pu nous apporter une expertise technique. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà. Alors, du coup, l'intérieur de comment on calcule cette note sur 10, on prend en compte 5 critères. On ne va pas détailler en ce moment, mais on pourra peut-être éventuellement le voir lors des questions. Mais globalement, on prend en compte la disponibilité de la documentation technique, le caractère démontable du produit, la disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées, et enfin des critères spécifiques à chaque catégorie. Et en faisant le cumul de ces notes obtenues à ces critères, on obtient la note sur 10. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. On peut aussi passer à cette suivante. Ici, c'est le détail en fait qu'on a laissé dans le PPT pour permettre à l'ensemble des participants d'y avoir accès au terme de ce webinaire. Donc, les premières catégories concernées, c'est les ordinateurs portables, les lave-linges à hublot, les téléviseurs, les tondeuses à gazon électrique et les smartphones. C'est des catégories qu'on a essayé de choisir comme étant des catégories emblématiques et puis qui pouvaient faire aussi l'objet de le plus souvent de réparation de la part du consommateur et qui présentent un enjeu particulier par rapport à la préservation des ressources naturelles. Voilà. Donc, elles ont été déterminées en concertation avec les parties prenantes. Slide suivante, s'il vous plaît. Voici le visuel de l'indice. Vous voyez le logo avec la clé à molette et puis l'écrou qui symbolise la réparabilité et la note à droite qui apparaît.
en gros. La couleur aussi est censée désigner bah, le caractère plus ou moins élevé de la note. Voilà, le vert étant le meilleur et le rouge le moins bon. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour entrer dans le système de notation de manière un peu plus complexe, c'est une approche qu'on a voulu matricielle. C'est-à-dire que pour chaque item, on a la possibilité de viser, par exemple, pour la disponibilité des pièces détachées, plusieurs cibles, allant des grossistes en pièces détachées, ce qu'on a appelé les distributeurs, directement aux réparateurs ou voire directement aux consommateurs pour favoriser l'auto-réparation. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Alors, sachez que des documents sont disponibles sur le site internet du ministère de l'écologie et qui présentent en fait l'ensemble des outils permettant le calcul de l'indice en toute voilà, transparence. Et notamment, ici, un extrait de la notice de calcul qui est censé expliquer comment on renseigne la grille automatisée pour accompagner au mieux les fabricants lorsqu'ils vont établir cet indice. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Et encore une fois, ouais, encore une. Voilà. Et donc, pour parfaire l'information sur ce dispositif, il est encadré bien sûr par un contrôle de la part de la DGCCRF. En cas d'absence d'affichage, il y a une amende administrative qui est prévue, qui est à hauteur de 15 000 € par modèle. Et il faut savoir que ces sanctions seront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Voilà. Écoutez, voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour une entrée en matière sur l'indice de réparabilité. Le PPT est bien sûr un peu plus complet et vous pouvez, on pourra le diffuser à l'issue de ce webinaire. Et maintenant, voilà, je pense qu'on peut laisser place aux échanges. Merci beaucoup. Merci Flavien. Avant de laisser place aux échanges, on va donner la parole à tous les panélistes de la table ronde. Régis, s'il te plaît, donc de Fnac Darty, c'est à toi. Donc, j'espère que vous m'entendez. Écoute, je suis ravi d'être là pour notre expérience avec vous. Merci Laetitia du coup pour l'invitation. Non seulement je suis en vacances, mais en plus j'ai mis une chemise. Vous voyez, c'est à quel point je trouvais ça important d'être avec vous. Bon, ce que je voulais vous souligner peut-être un peu aujourd'hui, c'est d'abord un peu la mécanique de fabrication, c'est-à-dire le processus qui a permis d'aboutir à cet indice-là, parce qu'on était un des membres dans les groupes de travail qu'évoquait Flavien là tout à l'heure. Et puis un peu où est-ce qu'on en est d'un point de vue mise en œuvre, à l'heure à laquelle on se parle. Mais peut-être avant ça, ce que je voulais quand même souligner, c'est que c'est un dispositif qui, je pense, va être efficace par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés là tout à l'heure en introduction sur l'allongement de la durée de vie des produits. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui rentrent en jeu dans la durée de vie des produits, enfin même trois. Il y a la fiabilité, est-ce que les produits tombent en panne ou ils ne tombent pas en panne? Il y a, et ça, quoi qu'on en produit, toujours par tomber en panne un jour. Donc ensuite, il faut qu'on puisse les réparer lorsqu'ils tombent en panne. Donc justement, l'indice de réparabilité, il adresse ce point-là. Et puis, il y a aussi le fait que quand ils sont en panne et qu'on peut les réparer, les consommateurs les réparent réellement. Et ça, c'est un autre sujet. Et il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans cet indice, c'est que c'est une question qui va être posée, que va se poser le consommateur au moment de l'achat. C'est-à-dire qu'au-delà même de la note qui est telle qu'elle est indiquée, on voit que on met cette notion de réparabilité, de durée de vie, comme un élément qui rentre dans la décision d'achat. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez novateur qu'on n'a pas vu depuis quelques années et qui va permettre de peut-être mettre une graine, en tout cas on l'espère, hein, dans la tête des consommateurs pour qu'ils se disent le jour où le produit tombe en panne, bah oui, je peux le réparer ou j'achète un produit pour qu'il dure longtemps. Pourquoi aussi ça va être efficace? Parce que, j'en suis persuadé, parce qu'en fait, bon là, ça vient de démarrer, mais quand on prend un peu le recul d'un dispositif un peu similaire d'affichage consommateur qui était l'étiquette énergie, hein, qui a 25 ans, qui vient d'être refondu là, on voit qu'elle a eu un impact assez conséquent
sur le design de tous les appareils qui ont été construits chez nous, et les produits qu'on vend aujourd'hui sont beaucoup plus économes en énergie, en consommation d'énergie, que ceux qu'on vendait il y a 25 ans. Et ça, enfin, l'étiquette énergie y a été pour beaucoup. Pourquoi? Parce que ça a donné une information transparente aux consommateurs, et puis quand on donne ces informations aux consommateurs, les consommateurs font des choix éclairés, s'orientent vers les produits qui sont les meilleurs selon les informations qu'on leur a données, et ça a forcément un impact sur la chaîne amont, et donc du coup sur toute l'industrie qui s'adapte pour aller chercher tous ces consommateurs qui sont en demande d'informations et qui cherchent des produits plus performants. Donc la réparabilité devient un indicateur de performance grâce à cet indice de réparabilité. Pour revenir un peu sur la conception de cet indice, déjà, moi, j'aimerais saluer la rapidité avec laquelle ça a été mis en place, hein. Ce que nous disait Flavien, c'est que ça a été clair, enfin, en tout cas, l'idée est venue de la feuille de route pour une économie circulaire en début 2018. On est à peine 2 ans plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, et on a quelque chose qui est live dans les magasins, qui va se déployer certes un peu progressivement compte tenu des délais. Moi, je trouve que 3 ans après une idée, avoir quelque chose en place dans la réglementation avec un potentiel d'impact de cette taille-là, c'est presque quelque part du jamais vu. Quand on voit là, pour reprendre l'exemple de l'étiquette énergie, bon, on est en train de changer l'étiquette énergie, mais c'est un projet qui a pris 5 ans, 10 ans, et sur quelque chose qui était déjà en place. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Et je pense que ça a été possible parce que toutes les parties prenantes y ont mis du leur. On a eu des bonnes discussions. Nous, au Fnac Darty, on était un peu précurseurs là-dessus parce qu'on a voulu, au moment de la création de Fnac Darty, entre guillemets, associer le labo Fnac et l'expertise du SAV Darty en faisant cet indice de réparabilité. Alors, on a monté un petit groupe avec Alta l'obsolescence programmée, il y avait le CGDD, il y avait l'ADEME, il y avait le groupe SEB aussi, qui était autour de la table, les Amis de la Terre. Et puis, on a essayé de demander à des techniciens, bon, c'est quoi un produit réparable? Et on a commencé très rapidement, en fait, à mettre en place un certain nombre de critères, ce qui a permis d'expérimenter et de mettre les mains dans le cambouis pour voir est-ce qu'il est possible d'évaluer cette réparabilité sur la base de critères, entre guillemets, objectifs. La réponse a été oui, et en fait, ces travaux-là, on les a donnés en fait au groupe de travail pour l'indice qui a été mis dans la loi AGEC et qui s'en est inspiré, qui ont été bien entendu enrichis. Nous, on était très axés sur l'autoréparabilité. Évidemment, il n'y a pas que l'autoréparabilité, hein. S'il y a des réseaux de réparateurs agréés, c'est mieux que de ne pas avoir des produits réparés du tout. Donc, on a eu ces discussions-là, et je trouve que dans les tables rondes, vraiment, tous les gens qui étaient autour de la table, alors évidemment, au début, il y a pu y avoir quelques freins, des gens qui n'avaient pas compris, etc. Mais assez rapidement, en fait, les gens ont compris que c'était quelque part indispensable d'aller dans cette direction-là, et que mettre des freins sur ces éléments d'éco-conception, etc., était plutôt contre-productif. Et on a eu des groupes de travail, je ne dis pas qu'on était tous d'accord tout le temps, mais très constructifs, qui ont permis d'avancer vite et d'arriver assez vite finalement à des compromis acceptables, etc. Et ce qui est, je trouve, pareil, assez remarquable, quelque part, la bienveillance et l'esprit collaboratif qui a été euh, présent tout au long du processus, et que ce soit les ONG, les fabricants, les distributeurs qui étaient là, les différentes fédérations, les pouvoirs publics. Franchement, j'ai trouvé que en plus, c'était très intéressant, les discussions. Donc, c'était vraiment une très bonne expérience. Du coup, on a eu les grilles définitives. Il y a des préversions qui sont en place depuis, on va dire, début 2020, on a pu commencer à tester, etc. Les grilles finales officielles sont parues au journal officiel le 31 décembre 2020, donc il y a à peine 2 mois, 2 mois, ouais, on va dire. Et là, à l'heure à laquelle on se parle, nous, Fnac Darty, on distribue à peu près tous les produits qui sont dans les catégories concernées, sauf les tondeuses électriques.
Et on a déjà eu plus de 1000 notes qui ont été évaluées, ce qui veut dire que dans un temps très très court finalement, les fabricants, est-ce qu'ils montrent leur intérêt, hein, enfin en tout cas leur enthousiasme ou leur implication, ils ont réussi à produire ces notes dans un temps record. Elles sont disponibles, je vous dis, plus de 1000 produits sur toutes les catégories. Il y a encore des constructeurs qui n'ont pas communiqué les notes, hein, mais on va dire que plus de la moitié aujourd'hui, hein, plus de la moitié des produits des constructeurs ont communiqué les notes. Et ça vient progressivement, hein, tous les jours, on reçoit des nouvelles notes, etc., qui sont affichées dorénavant dans nos magasins, sur notre site internet, dans nos magasins Fnac et Darty, sur nos sites internet Fnac et Darty, avec effectivement, comme tu le disais Flavien, le détail des notes qui sont accessibles en ligne pour les gens qui veulent avoir plus de détails, parce que cet indice, il a ce mérite-là d'être très simple à comprendre pour le consommateur. Hein, c'est une note, c'est comme à l'école primaire, hein, c'est une note entre 0 et 10. Quoique, il n'y a plus de notes à l'école primaire maintenant. Mais avec des codes couleurs, c'est très, très facilement identifiable. Et ça, c'est ce qui intéresse finalement 99% des consommateurs. Et après, il y a les spécialistes, ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent comprendre. Et eux aussi ont accès à cette information détaillée. Bon, voilà ce que je voulais un peu partager avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis très content de la manière dont ça s'est mis en place. Ça va se déployer tout au long de l'année. Moi, on espère que d'ici juin, tous les constructeurs auront communiqué leurs notes, hein. Ceux qui ne l'ont pas fait, on les a relancés, nous, la semaine dernière, parce que c'est une information qu'attendent nos clients, hein. Et puis, la prochaine étape, ensuite, ça va être, de vérifier la pertinence de cet indice. C'est-à-dire, nous, on est capable, grâce à nos techniciens, de mesurer sur les produits la quantité de produits réparés par rapport à la quantité de produits qu'on a été obligé d'échanger. Donc, normalement, cette réparabilité, a posteriori, doit être corrélée à l'indice. Donc, on va faire ce travail-là, de comparer est-ce que les produits qui ont un bon indice sont effectivement des produits qu'on répare plus. Et puis, l'étape peut-être un peu plus long terme, mais on s'y met dès aujourd'hui, c'est réfléchir à comment enrichir cet indice de réparabilité pour en faire un indice de durabilité. Et là, il y a quand même un petit peu de travail, parce que ce n'est pas un problème qui est simple, et donc il faut qu'on s'y mette tout de suite. Et on sera partie prenante comme on l'a été. Et j'espère que en tout cas, j'en suis sûr, pas seulement que j'espère, je suis sûr que tout le processus de mise en place sera aussi collaboratif que celui de l'indice de réparabilité. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup, Régis, pour ce point de vue de Fnac Darty et avoir présenté ton expérience. Alec Clément, s'il te plaît, je te donne la parole. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc je vais juste compléter ce qui a été déjà dit par Flavien et par Régis. Donc nous, on est un des fabricants tout de suite impliqués dès début de 2018, quand on a commencé à travailler cet indice. C'était important pour la marque Samsung. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est important pour les consommateurs et que c'était notre devoir d'informer les consommateurs. Donc on a participé à bon nombre de groupes de travail. On était sur 3 groupes de travail sur 5 existants. Et comme le disaient mes interlocuteurs avant, je pense que les groupes de travail ont été très constructifs. Alors on a eu des débats, des points de vue qui étaient divergents, mais il y a toujours eu un consensus et une volonté de trouver un consensus et de faire avancer l'indice. L'idée n'était pas de le freiner, de faire en sorte qu'il ne soit pas publié. L'idée, c'était de travailler pour qu'on ait un consensus et qu'on arrive à le faire émerger. Donc ça, c'était une chose qui était importante. Donc, forte implication. On est assez fiers parce que nous, au 1er janvier 2021, on a publié l'ensemble de nos produits avec l'indice de réparabilité. Donc, publié sur notre site au 1er janvier. Je crois qu'on a même publié le 31 décembre. J'avais Flavien au téléphone juste avant le jour de l'an. Voilà, on a donc tout publié pour bien démontrer que c'était important pour nous, qu'on avait travaillé cet indice, que c'était pas simplement juste un travail technocratique ou juste pour répondre à une obligation, mais que c'est une vraie implication chez nous. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps. On parle de réparabilité des produits
On a toujours fabriqué pour ce qu'on considère, nous, des produits réparables, et nos produits sont réparés. Donc, on encourage la réparation. 100% de nos produits sont réparés par Français. Donc, plus de produits seront réparés, plus il y aura de réparation et plus il y aura de réparateurs ou de gens qui feront de la réparation en France. Donc voilà, donc nos produits qui sont réparés ne font pas le tour du monde. Ils restent sur le territoire français. Ils sont réparés par des acteurs locaux, régionaux ou nationaux, mais en tout cas sur le territoire. Voilà, donc ça c'était une chose importante. Comme on disait avant, maintenant c'est de faire connaître cet indice. Donc on a mis non seulement la note, mais la table explicative en direct sur le site, où tout le monde peut aller le consulter, puisque c'est un auto-déclaratif, donc c'était important d'être transparent et de bien montrer qu'on n'avait rien à cacher. Et puis on a communiqué auprès de la distribution, et comme le mentionnait un peu Régis, c'est pareil, la distribution n'est pas tout au même niveau. Certains ont été très capables tout de suite de pouvoir l'afficher, d'autres mettent encore un petit peu de temps à pouvoir l'afficher, soit en ligne, soit en magasin, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va être important parce qu'il y a une vraie demande des consommateurs. Et je pense que si on veut faire vivre cet indice, il faut absolument qu'il soit absolument visible et bien visible partout. Donc c'est une chose qui est aujourd'hui qui est importante. Donc voilà, donc c'était un peu. On va regarder l'impact. Pour l'instant, on n'a pas encore vu l'impact, mais c'est une vraie discussion qu'on va avoir avec tous les acteurs, de regarder l'impact. On est persuadé que c'est important. De toute façon, on le voit dans les études. Nous, nos clients, les consommateurs réclament des produits réparables. Donc, c'est notre rôle de leur fournir des produits réparables et de continuer à leur fournir des produits réparables. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à rajouter. Je pense que si on doit continuer à travailler Régis parlait tout à l'heure de l'indice de durabilité, c'est un énorme challenge qu'on a, et je suis d'accord qu'il va falloir vite recommencer à le travailler, et qu'il faut qu'on le travaille dans exactement le même état d'esprit, c'est-à-dire de mettre tout le monde autour de la table, les associations de consommateurs, les organisations environnementales, les représentants des réparateurs, les distributeurs, les fabricants, et qu'on avance ensemble pour trouver ce fameux consensus comme on l'a fait là, et pour faire émerger ce nouvel indice. Donc c'est aujourd'hui notre volonté de continuer à le travailler. Et puis sur toute nouvelle gamme de produits qu'on sortira, on sortira d'indices, qu'on continue à travailler. C'est quelque chose de toute façon qu'on faisait nous depuis très très longtemps. L'intérêt, c'est que ça met peut-être un peu en lumière le travail de longue qui était fait. Donc ça nous a permis de un peu mieux communiquer. Peut-être aussi d'améliorer un certain nombre de choses, de la communication faite auprès des consommateurs, ce qu'ils ont peuvent faire et pas faire, les aider dans certaines réparations. On a travaillé et on continue à travailler. Je pense qu'on va continuer à apprendre beaucoup de cet indice. Voilà, donc c'est notre rôle aujourd'hui de participer à ce mouvement qui est un mouvement qui est important et sur lequel on n'a pas le droit de rester les bras croisés et de rien faire. Voilà. Merci beaucoup, Alec, pour aussi avoir ton point de vue et comment ça s'est passé chez vous, chez Samsung, la mise en place de cet indice. Je vois qu'on a une question d'un participant. Alors, il y a un aspect sur le marketing. On va laisser ça pour la prochaine table ronde. Hop pourra nous donner son point de vue là-dessus. Mais ça a été, Alec, tu l'as un peu mentionné, mais j'aimerais qu'on revienne peut-être pour clarifier aussi pour les participants ces notions de reconditionnement, réparation, de savoir où ça se fait. Donc, Alec, tu disais que c'était en France dans le cadre des produits de Tous Samsung. nos produits. Ouais, tous nos produits sont réparés en France. Donc, on a, nous, un certain nombre de réseaux de réparateurs agréés. On a des distributeurs agréés. Régis en représente là de cela. Et on s'appuie sur le savoir-faire, qui est un savoir-faire français, qui est régional, local, national, qui connaît le mieux les consommateurs et sur lequel c'est une chaîne qui est pour nous la chaîne la plus pertinente pour organiser la réparation. Aucun de nos produits ne repart au fin fond de l'Asie ou j'en sais pas où. Il reste sur le territoire. D'accord. Et Régis, de par ton expérience à Fnac Darty et du coup aussi avec d'autres produits faits par d'autres fabricants, est-ce que réellement
est-ce que c'est facile d'avoir une idée du pourcentage de produits j'imagine que pour des réparations simples, ça doit être fait sur le territoire, mais par rapport à des reconditionnements, est-ce qu'on a une idée du pourcentage qui reste sur le territoire, qui part à l'étranger? Non, aujourd'hui, enfin, très clairement, aujourd'hui, à peu près tous les produits qu'on vend chez nous, il est possible de les réparer. Il est possible de les réparer en France et sur le territoire français, hein. Nous, on répare nous-mêmes quasiment tous les produits qu'on vend. On est un des seuls distributeurs qui a un réseau de réparation. On a 2500 personnes qui travaillent que sur la réparation chez nous, hein, et qui distribuent aussi. Euh, Après, donc, il n'y a pas de sujet de maîtrise technologique sur ce domaine de la réparation. Le reconditionnement, c'est la réparation un peu plus, c'est-à-dire qu'on nettoie les données, on met dans des nouvelles boîtes, on met en général des nouvelles batteries, nouveaux accessoires, si c'est nécessaire, etc. Mais pareil, ce sont des choses qui ne sont pas d'une technicité très poussée, en tout cas qui ne nécessitent pas c'est pas fabriquer un nouveau téléphone ou fabriquer une des puces, etc. Donc aujourd'hui, la réparation, c'est pas ça. Par contre, il y a des freins, effectivement, à la réparation aujourd'hui. Un des principaux freins qu'on va avoir, mais c'est peut-être un sujet pour un peu plus tard, un des principaux freins qu'on va avoir dans les années qui viennent, si on veut développer la réparation, c'est effectivement le manque de techniciens. Nous, on se rend compte que, alors nous, on cherche à embaucher, on vient d'annoncer qu'on allait embaucher 500 techniciens de plus dans les années qui viennent. On ouvre aussi des centres de réparation Wi-Fi, de réparation instantanée de smartphones, pareil, locaux, etc. On en ouvre à peu près une quarantaine par an. Voilà, mais quelque part, donc on crée de l'emploi, c'est très bien, encore faut-il avoir les compétences, et réparer un lave-linge, réparer un téléviseur, bah, ça demande une qualification, ça demande une compétence. Et quelque part, si il advient ce qu'on souhaite tous, c'est-à-dire que la réparation prenne son essor et que tout le monde, le premier réflexe, ça devienne la réparation, ben on va avoir besoin de plus de techniciens. Il va falloir qu'on crée des écoles, qu'on crée des formations. Et malheureusement, c'est pas la technicité au sens pur, un savoir-faire qu'on aurait perdu, qui va être le problème. C'est plutôt le manque de main-d'œuvre et le manque de gens qui font ce métier-là au quotidien, et donc tous les emplois qu'il va falloir qu'on crée là-dessus. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle, dans le sens où il va falloir former des gens, mais c'est une très bonne nouvelle. Flavien, j'aurais aimé savoir si de votre côté, du côté du ministère de l'écologie, il était prévu une étude pour mesurer l'impact de cet indice qui, donc là, vient juste de sortir, donc j'imagine que c'est un peu tôt pour parler d'impact, mais est-ce que c'est prévu, et est-ce que aussi cette étude prendrait en compte tous ces conséquences aussi indirectes, qui est par exemple là, ce dont on vient de parler, de la création de l'emploi, l'impact sur l'environnement? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans vos tiroirs dans les années qui viennent? Alors, pour répondre à cette question, donc, ce qui est sûr, c'est que effectivement aujourd'hui c'est trop tôt. Donc là, on vient seulement d'être dans les 2 premiers mois, hein, de mise en œuvre du dispositif. On va bientôt se réunir avec un certain nombre de parties prenantes pour faire le bilan de ces premiers mois de mise en œuvre. Se posera effectivement à moyen terme peut-être une première étude pour établir un T0 des connaissances, pour savoir un peu bah, voilà, quel est le panel des notes, hein, de l'ensemble des catégories de produits qui font partie du dispositif. Et puis, bah, voilà, comme pour faire un peu état de la réparabilité des produits en France, en tout cas ce qui sont vendus sur le territoire français. Et donc ça, on a eu des discussions, pour rien vous cacher, avec l'ADEME, mais rien n'est prévu officiellement actuellement. Pourquoi pas envisager une étude à 2 ans du dispositif pour faire le point. Et c'est sûr que, ne serait-ce que par le détail de la notation, cet indice va nous amener tout un tas d'informations et va nous permettre de comparer un grand volume de produits, voilà, ce qui est une nouveauté et ce qui sera très intéressant à mobiliser, même bah, voilà, dans l'aide à la décision et dans la formulation de nouvelles incitations pour développer la réparation des produits. D'accord, mais merci Flavien.
Alec, aussi, je reviens vers toi pour une question. Donc, ce qui a été dit de cet indice, c'est que, bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir un impact sur les consommateurs et qu'ils puissent choisir des produits qui soient plus réparables, mais donc dans l'idée d'avoir des produits plus durables, mais aussi du côté des producteurs. Et donc, j'aimerais que de l'intérieur, enfin, je veux dire, d'un point de vue d'un producteur, comment se traduit, par exemple, cette attente vers plus de réparabilité, mais sur l'ensemble de la chaîne de production, de la chaîne de valeur. Surtout que Samsung, on en avait parlé au préalable, c'est une entreprise internationale qui, bien sûr, ne dépend pas que des paramètres franco-français. Du coup, comment ce genre de critère peut essayer d'avoir un impact sur toute la chaîne de valeur lors de la création des produits? On parlait tout à l'heure de pédagogie, de la culture de la réparation et des consommateurs aussi. Il faut que le consommateur ait vraiment cette culture de la réparation. Il a envie de culture de la réparation. Comment ça s'est passé? Qu'en début 2018, on a décidé travailler sur l'indice de réparabilité. Évidemment, on est une boîte mondiale et on a envoyé ça en Corée au siège pour expliquer ce qu'on était en train de faire et ce qu'elle est décidée à travers cet indice de réparabilité, qui était un indice franco-français, non pas européen, mais sur lequel on travaillait, sur lequel on était impliqué, sur lequel on voulait être impliqué. Donc la meilleure pédagogie, moi je suis parti en Corée et puis j'ai été expliqué. Voilà. En face de toutes les équipes qui gèrent toute cette partie, aussi bien R&D, usine, service client. Enfin, on a mis toutes les équipes et on leur a expliqué ce qu'ils voulaient. Et ils ont très très bien compris qu'en fin de compte, ça allait être quelque part un indicateur qui allait peut-être nous servir pour demain dans d'autres pays européens et ainsi de suite. Mais en tout cas, on mettait enfin une note, enfin une vraie perception de marché de un produit réparable. C'est toujours intéressant pour une marque et quelque part, ça va nous servir aussi un peu de laboratoire de voir. Donc, il y a tout de suite, les équipes ont été embarquées pour travailler là-dessus, pas simplement juste répondre à l'indice. Donc, on peut être une société mondiale et tout d'un coup enclencher quelque chose localement et en disant de toute façon, ce qui va être bien pour la France va être bien pour les autres territoires. Donc, quelque part, allons-y, avançons. On a des discussions là sur des nouveaux produits qu'on sort, voire des nouvelles technologies, comment les intègre dans l'indice de réparabilité, puisqu'on a figé à l'instant T, et les produits évoluent. Donc, est-ce que les nouveaux produits vont être capables de répondre aux critères ou est-ce que du coup, les nouvelles technologies font que les critères sont difficiles? Je vais prendre deux exemples sur lesquels on a des discussions, hein, puisque j'ai appelé. On sort, nous, maintenant une télécommande téléviseur sur notre nouvelle gamme, ça a été annoncé, qui est solaire. Voilà, pas de pile dedans. Donc, il y a un petit accu évidemment pour garder, mais qui n'a pas besoin d'être changé, mais plus besoin de piles rechargeables, enfin de piles comme on change actuellement. Donc voilà, c'est une vraie volonté d'utiliser, de changer. Un autre exemple, alors qui n'a rien à voir, mais on a des télévisions aujourd'hui. Alors, on est en train de sortir les gammes où c'est plus un écran, une dalle d'écran, mais la dalle d'écran c'est un puzzle. Ce qui veut dire l'intérêt, c'est que si vous agrandissez votre appartement, vous n'avez pas besoin de racheter une télé, vous rachetez une partie du module et vous agrandissez votre écran. Voilà, ça peut paraître idiot, mais les gens déménagent et plutôt que racheter, vont ajouter juste une partie. Comment calcule cet indice de réparabilité alors que c'est plus un écran, que c'est un puzzle? C'est des questions qui vont arriver sur lesquelles il faudra qu'on ait des discussions parce que les technologies avancent. Et de toute façon, c'est une vraie volonté aujourd'hui de Samsung. J'avais eu la question. Il faut savoir qu'en Corée, il y a un vrai engagement au niveau de l'État de la Corée depuis maintenant 2008 sur toute cette notion politique. Alors, très, très, très green. Et Samsung étant quand même très représentatif en Corée, on représente, je crois, 20% du PIB de la Corée du Sud. Évidemment, en même temps que les décisions politiques ont été avancées, les décisions ont été aussi politiques chez Samsung. Voilà, de travailler. Et de toute façon, c'est une vraie logique des choses, c'est une vraie attente des consommateurs. Et vous ne pourrez pas satisfaire un consommateur si vous n'êtes pas capable de fournir ça. Très bien. Merci beaucoup, Alec. Pour clore cette table ronde, j'aimerais brièvement vous donner la parole à tous les trois, faire un dernier rapide tour de table pour savoir, au-delà de cet indice de réparabilité,
quelle serait selon vous la mesure clé ou les mesures clés, mais qu'est-ce qui vraiment aurait un impact clé afin de rallonger la durée de vie des produits? Quelles seraient les mesures que vous préconiserez? On va aller dans l'ordre Flavien, Régis, Alec. Alors, donc ça a été évoqué tout à l'heure par Régis, mais donc nous, la mesure phare hein, qu'on attend, et celle qui doit compléter, voire remplacer l'indice de réparabilité, c'est le développement au 1er janvier 2024 d'un indice de durabilité. Et donc, en plus de la réparabilité, on pourra prendre en compte des critères comme la robustesse ou la fiabilité des appareils. Et donc, pour ça, voilà, on va lancer des travaux et des discussions, mais c'est vraiment aussi cet indice qui devra être un des leviers principaux pour permettre l'allongement de la durée de vie des appareils côté ministère. Voilà. Après, il y a d'autres mesures, bien sûr, au sein de la loi AGEC, mais voilà, on pourrait en faire la liste, mais c'est beaucoup plus long. Merci beaucoup. Oui, ça me Merci. Régis? Merci, merci Flavien. Moi, je pense qu'on a un gros travail à faire sur toute la partie logicielle d'une manière générale et pas seulement les systèmes embarqués, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour faire des applications sur nos smartphones, par exemple, qui sont sobres, parce qu'on voit que les gens changent de smartphone parce qu'ils disent que l'ancien marche plus, mais c'est souvent parce que les applications qui ont été développées deviennent trop gourmandes et ralentissent le smartphone. Et donc, d'une manière générale, il y a cette question du logiciel qui est maintenant omniprésent dans tous les appareils est une vraie question et il faut réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour inciter à une éco-conception, y compris dans le logiciel. Et puis, si on regarde un peu plus large dans les effets, dans les choses peut-être un peu plus difficiles, mais il faudra bien qu'on mette le doigt dessus un jour, c'est tout ce qui concerne on va dire la fiscalité et globalement, au-delà de la fiscalité, c'est le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui entre le coût des matières premières dans l'Union européenne et le coût du travail pour maintenir les produits qu'on y a. Et on sait que toute l'économie circulaire, c'est une économie qui est très consommatrice en main-d'œuvre. Donc c'est bien, c'est créateur d'emplois à tous les niveaux de qualification quasiment, de l'éco-conception à déchets. Mais quelque part, ces emplois-là, si on veut créer une économie, il va bien falloir les payer, il va falloir générer des sources de revenus. Et en fait, on a une concurrence de cet emploi-là et de cette activité-là avec finalement la production, les matières premières, etc., dont on n'évalue pas le coût réel aujourd'hui. Et je pense que c'est un sujet de société qu'il va falloir qu'on traite dans les 5 à 10 prochaines années, parce que si on n'arrive pas à régler ce problème-là, quelque part, en particulier dans les pays occidentaux où les salaires sont quand même assez élevés, l'économie circulaire ne sera pas compétitive si on souhaite payer les gens au juste prix par rapport à la fabrication de nouveaux appareils. Alors moi, Vas-y. Pour moi, l'enjeu, c'est parce que je crois que l'objectif, c'est qu'il y ait 50% plus de produits réparés ou quelque chose comme ça. L'enjeu, c'est la pédagogie. Aujourd'hui, on le voit tous les jours dans les contacts qu'on a avec les clients, entre la volonté de je veux un produit réparable et je veux vraiment qu'on répare mon produit plutôt qu'on me l'échange, il va falloir aussi beaucoup de pédagogie. Voilà, donc c'est important que les gens acceptent de réparer leurs produits, fassent réparer leurs produits plutôt que vouloir absolument échanger leurs produits. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et je rebondis sur ce qu'a dit Régis, c'est potentiellement créateur d'emplois. Encore faut-il qu'on ait les emplois et toute la filière pour créer ces emplois. Aujourd'hui, pas beaucoup de jeunes veulent faire la filière de devenir ingénieur, technicien pour réparer une machine à laver, un réfrigérateur ou une télé. C'est une vraie difficulté qu'on a aujourd'hui à tout niveau, hein. Et les réparateurs aujourd'hui, ils sont plutôt en recherche de jeunes et de techniciens pour étoffer leurs équipes. Donc, si toute la filière complète ne fonctionne pas, on va arriver aussi à une limite. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Sur ce, nous allons donner la parole à nos 4 autres invités sur la deuxième table ronde. Donc, nous avons l'honneur d'avoir Laetitia Vasseur, cofondatrice et déléguée générale de HOP, qui est une association qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée, donc qui lutte contre cette obsolescence programmée.
Nous avons Thomas Hobsommer, ingénieur des politiques de réparation de iFixit, qui est une plateforme de tutoriels de réparation et vente d'outils de pièces détachées. Bienvenue Thomas, je pense qu'on a déjà pas mal parlé de tout ce qui est réparation, donc ça sera intéressant de t'entendre aussi à ce niveau-là. Et puis nous avons notre équipe de choc de Fairphone avec Agnès Crépé et Luc James. Donc Agnès, chef de service au software longévité et technologie et information, et Luc James, commercial. Donc merci à tous d'être ici. Avant de vous donner la parole pour que vous puissiez nous présenter ce que font vos organisations respectives, j'aimerais faire, comme on a fait avant, un rapide tour de table pour avoir votre retour sur cet indice de réparabilité, parce qu'il me semble que vous avez tous été de près ou de loin impliqués dans cet indice, et donc avoir un petit retour de votre perception à ce sujet-là. Et on va le faire aussi dans le même ordre. Laetitia, Thomas, Agnès, Agnès et Luc, je ne sais pas qui voudra répondre. Donc Laetitia, je te donne la parole. Sur le retour sur l'indice, c'est ça? Oui. Oui, bien sûr, l'indice de réparabilité, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup milité, on a beaucoup participé aussi aux travaux. Donc, globalement, on est plutôt satisfait de cet outil. On pense que ça peut vraiment aller dans le bon sens, aider à la fois à une meilleure transparence pour les consommateurs, mais aussi à faire bouger tout le marché et donc avoir des produits in fine plus réparables que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà, on est satisfait globalement. Après, on pense quand même que c'est une version bêta, entre guillemets, une version à expérimenter et il faudra certainement la corriger au regard des retours d'expérience et en particulier, je pense à la transparence qui, selon nous, est disponible mais qui peut porter un peu à confusion étant donné qu'aujourd'hui, voilà, on a des notes qui peuvent rentrer dans le détail mais on ne sait pas, en tant que consommateur, on ne sait pas forcément à quoi peuvent correspondre un 7 sur 10 en termes de délai de pièces détachées? Est-ce que c'est 24 heures? Est-ce que c'est 2 semaines? C'est pas encore assez clair, à mon avis, de ce point de vue-là. Et donc, ça mériterait d'être, par exemple, un petit peu renforcé. Après, voilà, je le redis, je pense que c'est un bon outil et que ça peut permettre également de la sensibilisation à la réparation. Et on attend surtout avec impatience en 2024 l'indice de durabilité qui, je pense, sera davantage complet et représentatif de l'attente des consommateurs. Donc, de ma part, moi, je voudrais rejoindre certainement Régis Koenig à saluer la rapidité de mise en œuvre. Donc, nous aussi, nous avons participé au débat, mais donc par rapport au procédé de fabrication de politique qu'on connaît au niveau européen, éco-design, etc., l'avancée a vraiment été très, très rapide. Nous pensons que l'indice est vraiment efficace. On voit déjà qu'il produit de l'effet, donc non seulement dans l'indication de la réparabilité, mais même dans la réparabilité même. Donc on voit, et M. Clément pourra peut-être encore en dire davantage, mais on voit déjà par exemple que Samsung maintenant publie un manuel de réparation destiné à l'utilisateur pour un smartphone, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc c'est sûrement lié à l'existence de l'indice. Je pense qu'aussi, souvent dans les sociétés, il y a des gens qui veulent avancer et qui ont aussi besoin d'outils pareils pour débloquer certaines choses à l'intérieur, pour faire avancer dans l'intérieur de leur entreprise. Donc nous saluons vraiment cet indice. Nous souhaitons qu'il soit étendu aussi bien au niveau géographique, donc qu'il soit étendu à toute l'Europe, voire globalement, et évidemment qu'il soit étendu à plus de produits que les 5 produits pilotes qui sont maintenant concernés. Au niveau méthodologique, bon, il y a toujours lieu de critiquer. Il y a certaines choses qui peuvent certainement encore être améliorées. Mais je voudrais soulever une chose qui me paraît très importante, c'est que c'est le seul outil d'évaluation de réparabilité en ce moment, puisqu'il en existe d'autres, hein, il existe d'autres labels écologiques, etc. Mais c'est le seul label qui intègre un élément économique, notamment le prix des pièces détachées. Ça, c'est vraiment unique et c'est très, très important parce que c'est un élément souvent décisif dans la décision de réparer ou ne pas réparer un produit.
Et je vais prendre la parole pour le côté Fairphone. Je pense que des opinions assez similaires à Thomas et Laetitia. Certainement sur le côté peut-être amélioration, sur le côté logiciel que Régis il a dit aussi. C'est vraiment un côté, il y a vraiment le côté hardware et le côté software que nous, Fairphone, on va parler un petit peu plus en détail dans notre présentation. Mais pour moi, comme commercial, qu'est-ce que j'aime beaucoup moi, quand je faisais des présentations de démontage de le Fairphone ou le concept modulaire de Fairphone, on me disait la première réaction, c'était toujours « Oh wow, c'est un téléphone comme les vieux temps ». Dans le concept que moi, je pouvais sortir la batterie. Et je pense qu'on était, comme consommateur, on était vraiment programmé de penser que ouvrir notre téléphone ou ouvrir notre produit, c'était quelque chose le temps passé. Et je pense qu'avec l'indice de réparabilité, on retourne à ce concept. J'espère que ça donne la modernité à le concept que le grand public, il devrait avoir l'opportunité d'ouvrir leur produit et réparer le produit. Merci. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est devenu un tabou, ouvrir son téléphone portable. Ça me viendrait pas à l'esprit, mais c'est un tort. Avant de vous redonner à tous la parole pour faire vos présentations, je vois qu'il y a beaucoup d'activités sur le chat. Donc, n'hésitez pas on va pas pouvoir poser toutes les questions, mais n'hésitez pas à écrire dans le chat, dirigé à, moi j'ai mon système en anglais, donc écrit everyone, mais peut-être il y aura écrit pour tous. Et donc, écrivez vos questions et là, tous les panélistes pourront les lire et aussi pourront répondre directement à vos questions spécifiques. Voilà, merci. Donc, Laetitia, je te donne la parole, s'il te plaît. Merci. Merci Laetitia. Donc je vais en effet présenter très rapidement l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui représente finalement les citoyens qui se mobilisent pour l'allongement de la durée de vie des produits. Donc on représente à peu près aujourd'hui 40 000 personnes et on a vraiment pour but de lutter contre l'obsolescence programmée ou prématurée de manière globale, à la fois pour les citoyens, leur pouvoir d'achat et également pour des raisons écologiques très fortes. Donc nous, on vise à la fois à travailler sur l'aspect fédération, sensibilisation du grand public, sur le volet aussi plaidoyer politique avec des nouvelles incitations pour améliorer le marché. Et puis le volet entreprise pour essayer de fédérer un écosystème et du coup proposer des offres et des services qui sont attendus par les citoyens. Donc on a une marche assez multi-parties prenantes au sein même de l'association et c'est cette vision transversale qui je pense est importante pour pouvoir agir et aller un peu plus loin encore sur l'allongement de la durée de vie des produits parce que c'est vraiment un enjeu systémique à la fois économique, social, écologique. On peut peut-être passer sur la slide suivante. Donc nous, on s'intéresse vraiment à l'obsolescence sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'elle peut être technique. Donc la réparabilité est un bon exemple pour adresser cette obsolescence technique avec, par exemple, tout simplement si une batterie ne peut pas être accessible ou un produit se brise, est trop fragile en termes de robustesse. C'est là pour nous, on va parler d'obsolescence technique. Mais il va y aussi avoir l'obsolescence logicielle qui est très importante selon nous, comme l'a dit Régis, et Fairphone y reviendra certainement. C'est vrai que de plus en plus, sur les objets, bien sûr, téléphone, ordinateur, c'est assez facile d'imaginer, mais demain, sur tous les objets connectés, on pourrait avoir une dépendance accrue au logiciel et ça peut vraiment, enfin, on a déjà vu des freins d'une obsolescence que nous, on considère programmés sur des dysfonctionnements à cause de mises à jour qui sont rendues obligatoires et qui vont vraiment faire dysfonctionner le téléphone, mais aussi des fois des manières de bloquer la réparation et donc d'empêcher aussi quelque part tout le marché du reconditionné de se déployer. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel et un sujet important à adresser. Également, l'obsolescence esthétique ou culturelle qui là représente plus la culture du jetable
comme en parlait Alec, et c'est vraiment important également pour nous de replacer la responsabilité du citoyen, du consommateur dans cette obsolescence esthétique, mais aussi celle des distributeurs et des fabricants à travers des campagnes de publicité ou marketing qui aussi ont leur responsabilité dans cette culture du jetable, également avec la publicité. Mais j'y reviendrai aussi un petit peu après. Je vais passer. Donc, d'un point de vue plaidoyer, comme je le disais, c'est une activité importante de l'association. Nous, on se félicite de plusieurs mesures que j'ai mis en vert, qu'on avait plaidé, notamment dans un livre blanc qui était sorti en 2019 au niveau français et un livre blanc qu'on a sorti au niveau européen très récemment pour justement aller un peu plus loin et l'extension au-delà des frontières françaises. Donc, on se félicite en tout cas en France d'avoir obtenu l'indice de réparabilité dont on a largement parlé, mais aussi l'indice de durabilité, parce que pour nous, c'était vraiment essentiel d'obtenir cet indice de durabilité dans le sens où un produit réparable, c'est bien, c'est beaucoup mieux qu'aujourd'hui, mais en fait, ce qu'on veut, c'est plutôt un produit qui dure, un produit fiable. Et sachant que c'est vrai, la réparation reste encore à la charge du consommateur tant qu'il est, au-delà de la garantie légale de conformité. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir intégrer ce volet de fiabilité, de robustesse pour savoir finalement un produit, de pouvoir choisir un produit par rapport à un autre dans la mesure où celui-ci a été conçu pour être fiable dans le temps et de ne pas rencontrer de panne prématurée. Les deux ne sont pas forcément compatibles d'ailleurs. C'est un débat très intéressant qu'il faudra avoir avec l'ensemble des parties prenantes. Et également le fond de la réparation, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé encore, mais qui est vraiment un outil important parce que finalement, un des freins importants à la réparation, c'est non seulement la conception, bien sûr, mais c'est aussi le prix. Et on a vu que le prix des pièces détachées était quelque chose d'essentiel. Donc, c'est un critère de l'indice de réparabilité et tant mieux. Mais malgré tout, ça sera quand même à la charge du consommateur et c'est un frein aujourd'hui parce que c'est vu comme quelque chose parfois de moins rentable que de racheter du neuf. Et le fonds de la réparation va vraiment être une enveloppe dédiée pour aider les consommateurs à réparer moins cher. Donc vraiment, on est très satisfait aussi de cette mesure qui verra le jour vraiment en 2022. Par contre, on est un peu déçu que la publicité n'ait pas du tout eu vraiment d'écho dans la loi AGEC. Et là, dans le projet de loi climat, on espère que ce sera un enjeu qui sera vraiment pris à bras-le-corps parce que, comme j'en parlais, cette obsolescence culturelle, elle est très forte. On ne peut pas d'un côté dire aux consommateurs réparer, consommer durable, responsable, mais de l'autre, de toujours avoir une injonction à racheter, à être dans la pulsion du rachat, etc. Donc, à un moment, je pense qu'il va y avoir une schizophrénie et il faut vraiment pouvoir encadrer pour que cette publicité participe à une consommation durable et ne soit pas dans une forme de confrontation avec ces valeurs-là. Par ailleurs, la sobriété numérique fait écho à l'obsolescence logicielle dont je parlais tout à l'heure. Et il y a une proposition de loi qui a été votée au Sénat récemment et nous aimerions que ces propositions soient vraiment votées par le Parlement à travers la prochaine loi la prochaine loi climat ou cette proposition de loi qu'elle arrive à son terme, ce qui peut prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, il y a beaucoup de propositions ici intéressantes pour lutter contre l'obsolescence logicielle et favoriser la sobriété numérique. Et puis enfin, sur le délit d'obsolescence programmée, nous espérons également que le délit soit redéfini de manière à être plus facilement applicable, puisqu'aujourd'hui, l'association HOP a déposé plusieurs plaintes et contre Epson, contre Apple. Et Apple a été en effet sanctionné pour pratique commerciale trompeuse par omission. Mais sur le délit d'obsolescence programmée, force est de constater que c'est encore difficile vraiment de s'en prémunir. Donc, c'est dommage et ça mériterait d'être un petit peu redéfini. Je vais continuer sur la slide suivante. Donc, pour rappeler le cadre européen, mais je vais passer rapidement pour laisser place aux questions. Simplement pour vous dire qu'en effet, sur ce terrain-là, ça avance également et c'est important que les mesures françaises aient un écho au-delà de nos frontières et puissent s'appliquer partout en Europe. Donc, on a eu déjà des premières règles obligatoires sur l'éco-conception.
On a un cadre de l'Union européenne qui a défini des objectifs en termes d'indice de réparabilité, de droit à la réparation, de non-destruction, de non-destruction des invendus. Et puis, on a eu un rapport de David Corman, un député européen français, qui a réussi à faire voter son rapport justement avec de nombreuses mesures qui recoupent celles de l'association HOP pour l'allongement de la durée de vie des produits. Donc, on espère que tout ce cadre favorable donne lieu maintenant à des mesures concrètes de la part de la Commission. Et nous avons publié un livre blanc européen dans ce sens en anglais qui est disponible sur notre site internet. On peut faire. Voilà. Donc là, vous avez le livre blanc dont je parle et quelques mesures phares que l'on prône, par exemple, pour aller un peu plus loin aussi dans cette volonté de consommation et production responsable. Ça sera l'indice de durabilité et de réparabilité étendu à l'Europe, renforcer l'éco-conception, parce que vraiment pour nous, la conception des produits, c'est l'enjeu phare, implémenter un compteur d'usage. Alors, sur les voitures, par exemple, nous avons un compteur kilométrique. On peut suivre l'usage de sa voiture. Pourquoi pas un tel compteur en termes de cycle ou d'heure sur son lave-linge ou sur sa télévision, son ordinateur, pour garantir plus de transparence et aider le marché du réemploi, de la seconde main à être valorisé grâce à ça. On parle également de baisse de TVA ou de mesures pour inciter cette nouvelle économie circulaire, le droit à la réparation et l'encadrement de la publicité, dont j'ai déjà évoqué certains aspects et qu'on aimerait aussi bien sûr voir étendus au niveau européen. Voilà, quelques mots sur le pouvoir des consommateurs. On a lancé en France le site produitsdurables.fr qui vise à informer les consommateurs, à leur donner les clés, les sensibiliser et vraiment leur donner des conseils pratiques sur comment acheter un produit qui va durer, comment le réparer en fonction des différents profils, si on a de l'argent, si on a du temps, si on a envie de mettre les mains dans le cambouis ou pas. Également de savoir comment entretenir ces produits pour qu'ils durent avec des astuces dont on n'a pas toujours conscience et faire jouer ses garanties, ses droits et bien sûr jusqu'à la fin de vie du produit. Et puis, ce site est vraiment collaboratif, donc il fait revenir tous les retours d'expérience des consommateurs et des réparateurs et donc permet quelque part de donner des notes et de jouer sur la réputation des marques pour montrer que c'est vraiment un enjeu important et que, un peu comme l'indice de réparabilité, que ça serve à ces entreprises pour aller de l'avant et l'intégrer encore davantage dans leur conception de leurs produits. Et la dernière slide, voilà, c'est simplement pour rappeler qu'on a besoin en effet d'entreprises et qui proposent des offres, des services vers une économie circulaire. L'obsolescence programmée ou non, enfin prématurée, c'est un enjeu économique également. Et donc, on a vraiment besoin de montrer que c'est possible, qu'on peut avoir des modèles alternatifs. On a déjà des entreprises comme Fnac Darty, par exemple, qui opèrent cette transition vers davantage d'économie circulaire. Et tant mieux, on a besoin des grands groupes, des startups. Et vraiment, cet écosystème se nourrit les uns des autres parce qu'un produit conçu pour durer, ça va être un produit facile à reconditionner et ça va être un produit facile à réparer. Donc, finalement, c'est tout un cercle vertueux auquel on croit beaucoup et qu'on essaye d'animer à travers ce club de la durabilité où on a déjà une vingtaine d'entreprises engagées. Donc voilà, je crois que c'était la dernière slide. On peut passer, mais voilà. Donc je vous remercie et je suis ouverte à toutes les questions. Merci beaucoup, Laetitia Vassar. Je vais donner la parole à Thomas Hopsommer. Thomas, s'il te plaît. Oui, donc je vais, avant de vous parler des mesures qu'on voudrait prôner pour l'allongement de vie des appareils électroniques, je vais vous parler un peu de ce que fait iFixit. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, iFixit offre une plateforme en ligne de tutoriels de réparation pour tout genre de produits, donc allant du vélo au grille-pain, mais avec quand même un accent particulier sur
les produits portables électroniques, donc smartphone, tablette, ordinateur portable. Nous avons actuellement 70 000 de ces tutoriels en ligne. Imaginez que vous laissez tomber votre smartphone et que vous voudriez réparer vous-même l'écran. Donc, vous allez trouver sur le site ifixit.com des tutoriels. Donc, vous trouvez votre marque, votre modèle et vous allez trouver un tutoriel pas à pas, donc avec des photos et des instructions très détaillées, voilà, qui vont vous montrer comment le faire. Tellement détaillées que même si vous n'avez jamais fait une telle réparation, vous devriez être capable de la réussir. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, donc, tous ces tutoriels sont gratuits, ils sont même open source, donc vous pouvez les partager comme vous voulez, à condition d'en mentionner la source. Et c'est aussi un effort collaboratif, donc toute personne qui est capable de réparer quelque chose peut en fait créer un tutoriel de réparation sur le site ifixit.com. Prochaine slide. Évidemment, comme tous nos tutoriels sont gratuits, eh ben, ça ne nous rapporte rien. Et donc, pour financer cette entreprise, nous vendons des outils et des pièces détachées destinés à la réparation des produits déjà mentionnés, donc ordinateur portable, tablette et smartphone. Prochaine slide. Et nous vendons même des composantes récupérées de D3E, donc de produits électriques et électroniques jetés. Nous n'avons pas une telle filière en Europe en ce moment-ci, mais donc aux USA, nous avons mis cela en place en projet pilote. Il faut savoir qu'il y a plein de produits pour lesquels le fabricant n'a jamais mis à disposition, que ce soit de l'utilisateur ou d'un réparateur professionnel, des pièces détachées. C'est notamment le cas, par exemple, des e-readers, Kindle ou des GoPro, des caméras. Et donc, pour ce type de produit, nous allons donc désassembler des produits jetés pour en retirer des composantes fonctionnelles et les vendre. Et donc, ça permet d'éviter en fait 2 fois un déchet. Donc, l'appareil qui était un déchet n'est plus un déchet puisqu'il est utilisé à la réparation. Et donc, l'appareil défectueux que possède l'utilisateur, ben, il peut le réparer. Et donc, ça aussi, de l'autre côté de la médaille, ça évite un déchet. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, à part de ça, donc cette solution complète, si vous voulez, comprenant donc les outils, les pièces détachées et le savoir-faire pour réparer, ça permet évidemment aux consommateurs d'aller réparer eux-mêmes. Ça permet aussi de faciliter le travail des initiatives bénévoles comme les Repair Cafés, mais ça permet aussi à des professionnels de s'établir. Donc la photo que vous voyez à droite, ben, c'est un magasin de réparation qui se trouve à 100 mètres de chez moi. C'est une jeune personne qui avait réparé un premier téléphone avec notre tutoriel. Puis son entourage a vu qu'il était capable de faire ça. Il a eu plein de demandes et maintenant donc, il exploite 2 magasins. Et il emploie une poignée de personnes pour faire des réparations de smartphones, etc. Prochaine slide. Au-delà de ce business model, si vous voulez, nous nous engageons depuis très longtemps pour promouvoir un choix éclairé dans le chef des consommateurs. Et donc, nous publions déjà depuis plus de 10 ans un indice de réparabilité, précurseur, si vous voulez, de l'indice de réparabilité français. D'ailleurs, il consiste aussi d'un score de 1 à 10 avec des couleurs adaptées. Donc, voilà, c'est très semblable à ce que fait l'indice de réparabilité français maintenant. Donc, on l'a pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Et donc, dans chaque catégorie, il y a aussi bien des produits qui vont scorer 1 sur 10 que des produits qui vont scorer 10 sur 10. Donc, il y a vraiment un choix à faire par le consommateur pour disposer d'un produit qui soit réparable. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, la méthodologie pour pouvoir obtenir ce score, c'est une chose qui nous occupe, c'est une question qui nous occupe depuis très longtemps. Nous avons participé à plusieurs projets de recherche subventionnés par la Commission européenne. Un premier qui s'appelait CloseWe, un deuxième qui s'appelait Sustainably Smart. Les 2 sont clôturés. Et puis, nous sommes maintenant dans un 3e projet qui s'appelle Prompt, où il y a aussi, par exemple, des organisations de consommateurs, etc.
Et donc, dans ce cadre, nous faisons des recherches pour en fait affiner les critères de réparabilité. Vous voyez donc sur l'écran une reprise d'une publication que nous avons faite dans la matière. Prochaine slide. Nous avons aussi participé au travail, donc nous travaillons surtout à l'échelle européenne en fait plutôt que française. Et donc nous avons en fait coécrite une norme européenne qui a été publiée il y a un an, donc qui va détailler une méthodologie pour évaluer la réparabilité de produits électriques et électroniques et qui a aussi servi de base ensemble, je pense, avec notre méthodologie déjà établie pour notre indice à l'indice de réparabilité français. Et nous avons d'ailleurs aussi contribué au groupe de travail pour établir cet indice. La prochaine slide. Donc, nous travaillons aussi sur l'éco-design. Donc, quand on parle de l'indice ou de label, on parle de mesures non contraignantes qui vont offrir le choix au consommateur, mais qui laissent toute la liberté au fabricant de faire comme il veut. Là où il y a aussi des règlements contraignants comme les mesures éco-design, auxquelles on contribue aussi. Donc là, récemment, on a quand même eu une belle victoire. À partir du 1er mars, il sera plus admis dans l'Union européenne de mettre sur le marché, par exemple, un lave-linge dont certaines composantes ne seraient pas remplaçables avec des outils standards, dont les pièces détachées ne seraient pas disponibles pendant 10 ans, dont les informations nécessaires à la réparation ne seraient pas disponibles pendant la même période. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc, en parallèle avec ce travail politique qui se fait un peu en coulisses, nous essayons aussi évidemment de sensibiliser le public, un public plus large, comme le fait d'ailleurs HOP. Et donc, au niveau européen, nous avons cofondé, et pas confondu, j'espère, une campagne européenne donc, de sensibilisation à la réparabilité. Donc, sur le site web repair.eu, vous pouvez trouver tout ce qu'on fait pour donc prôner plus de réparation et des produits plus réparables. Prochaine slide. Je vais donc terminer avec des recommandations que vous trouverez sur la slide suivante. Et donc, ce serait en fait d'étendre ce qu'on a déjà, mais avec une application assez limitée. Donc, nous voudrions avoir des mesures horizontales, c'est-à-dire applicables à tous les produits et pas juste quelques produits phares, et applicables dans toute l'Union européenne, voire sur tout le globe, avec des critères concernant une conception réparable qui serait donc obligatoire, une disponibilité de pièces détachées à des prix raisonnables qui serait obligatoire, un fonctionnement du logiciel assuré, Laetitia en a déjà parlé, donc parfois des produits arrivent à la fin de vie par un manque de mise à jour, parfois c'est aussi l'inverse. Parfois, il y a des mises à jour qui font arrêter les produits. Parfois, il y a aussi des services cloud qui arrêtent de fonctionner. En automne, on a eu un très bel exemple. Donc, dans la folie de Black Friday, il y a eu le serveur Amazon Web Server qui, en fait, a arrêté de fonctionner. Et ça a causé plein d'effets inattendus, notamment des aspirateurs et des sonnettes qui ont arrêté de fonctionner parce qu'ils étaient connectés. Et donc, le paradoxe de l'histoire, c'est que les gens étaient donc dans une course effrénée pour commander des produits que le facteur n'aurait pas pu livrer chez eux puisque leur sonnette ne fonctionnait plus. Donc, ça nous montre quand même qu'on est en train de faire quelque chose qui cloche. Et donc, évidemment, donc à part de ces mesures contraignantes, on aimerait aussi, donc ça c'est le bâton pour ainsi dire, hein, pour faire avancer l'âne. Et de l'autre côté, il y a la carotte, donc il y a des mesures pour récompenser ceux qui font vraiment du bon boulot, et donc un indice de réparabilité généralisé, donc au-delà de la France et au-delà des 5 produits phares, serait vraiment efficace. Voilà, je vais m'arrêter là et j'attends vos questions. Merci beaucoup Thomas. Je vais donner la parole à Fairphone. Je vois que le temps passe. J'ai collé des questions dans le chat. Thomas et Laetitia, si vous pouvez jeter un coup d'œil et y répondre, ce serait super. Je ne sais pas si on aura le temps d'avoir un débat. Alors, Agnès et Luc, s'il vous plaît, à vous.
Oui, bonjour. Donc, on est enchanté d'être présent aujourd'hui. Donc, on va vous parler un petit peu de Fairphone. On va essayer d'être rapide parce que je vois effectivement qu'on manque de temps. Donc, on peut aller directement au slide suivant. Donc, Fairphone, effectivement, on ne ressemble pas aux autres fabricants de smartphones. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand vous allez dans un salon de la mobilité, comme celui que vous voyez ici sur la photo, qui est le MWC, c'est tout le temps la course à la performance, aux fabricants de téléphones qui aura les plus grandes performances, qui aura potentiellement le meilleur téléphone pliable, parce que c'était une des choses qui était soi-disant incroyable il y a 18 mois. Et donc, effectivement, Fairphone, on n'est pas que là-dessus. Donc, si on va au slide suivant, l'objectif de Fairphone, c'est de montrer quelles sont les réalités derrière l'industrie électronique. Et en passant au slide suivant, celle qu'on essaye de mettre en avant, c'est celle qu'on va voir sur tout le cycle de vie de fabrication du téléphone. Donc, on parle des conditions des personnes qui extraient les minerais qui sont contenus dans nos téléphones, parce qu'on le sait tous, on a à peu près une quarantaine de minerais qui sont contenus dans nos smartphones, et l'extraction de ces minerais sont souvent faites dans des conditions dangereuses. Parfois, on trouve même des enfants qui sont impliqués dans ces extractions-là. On parle aussi de minerais qui financent des conflits armés. Donc, ce qu'on essaye de faire au niveau de Fairphone, on en parlera tout à l'heure, c'est justement de faire en sorte d'incorporer des minerais dits conflict-free, qui ne participent pas au financement de ces conflits armés. Et enfin, sur le reste de la supply chain, dans la photo qu'on voit sur la gauche, on voit une usine en Chine de personnes qui assemblent les téléphones. Là, pour nous, on est aussi vigilants sur leurs conditions de travail, on est vigilants sur la satisfaction de ces employés-là, et on travaille avec eux pour augmenter cette satisfaction, augmenter leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. L'objectif global de Fairphone, c'est de réduire drastiquement les déchets électroniques, et pour ce faire, on veut allonger, et là on en revient à notre présence aujourd'hui, on veut allonger la durée de vie des téléphones qu'on construit. Si on passe au slide suivant, je passe la parole à Luc. Exactement. Alors, comme Agnès elle dit, on travaille sur 4 domaines clés. Alors, les matériaux éco-responsables, les bonnes conditions de travail, la conception pérenne et la réutilisation et recyclage. Je vais parler un petit peu plus de la conception pérenne, si on peut passer sur la prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, en fait, on a fait une étude qui montrait l'impact CO2 de toutes nos pièces détachées. Et vous pouvez voir le main core, ou the core module, on peut voir c'est 71,6%. Alors nous, l'objectif, c'est qu'on veut que les gens gardent cette pièce le plus longtemps possible. Si on garde notre téléphone le plus longtemps possible, on utilise moins de minéraux et moins d'énergie pour créer un nouveau téléphone. Pour nous, la raison numéro 1 pour changer un téléphone, c'est la performance de la batterie. On peut voir que l'impact CO2 de notre batterie, c'est 4,8%. Alors, au lieu d'avoir un impact 100% sur un nouveau téléphone, on dit réparer et changer votre batterie. La raison numéro 2 pour changer un téléphone, c'est que l'écran s'est griffé ou on a des problèmes d'écran. On peut voir l'écran, c'est 6%. Alors, c'est le même argument. Au lieu de changer le téléphone, on peut acheter un nouveau écran, le changer facilement, et ça a un impact CO2 de 6% au lieu de 100% un nouveau téléphone. Si on peut passer au slide prochain, avec expressément, c'est vraiment intéressant que j'ai mis ce slide-là, pendant ce débat, on a parlé des pièces détachées, on a parlé des prix des pièces détachées. Vous pouvez voir que les prix de nos pièces détachées sont là sur ce slide. Ce n'est pas des prix énormes, c'est des prix que les consommateurs ils peuvent acheter. Et bien sûr, comme iFixit est allé dans la présentation avant, nous, on a des guides de réparation pour montrer comment c'est facile de réparer et changer ces pièces-là. On va passer, et là vraiment, c'est le côté hardware. On nous a demandé qu'est-ce qu'on pensait de l'indice de réparabilité. Moi, j'ai dit que voilà, il y a un côté logiciel qu'on doit parler aussi. Alors, je passe le main à Agnès pour parler de ce côté-là. Donc oui, on peut passer au slide suivant. Donc moi, chez Fairphone, justement, je lead la partie software longevity. Donc j'ai des ingénieurs qui travaillent spécifiquement sur comment faire durer les téléphones d'un point de vue logiciel. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde Android, je focalise bien sur le monde Android parce que Fairphone fabrique des téléphones Android. On voit que le support moyen des téléphones Android, c'est 2 ans et demi, etc. Et effectivement, si on regarde le Fairphone 2,
qui est un téléphone qui est encore actif aujourd'hui pour nous, on est à presque 5 ans. Et pourquoi c'est si compliqué de faire des téléphones Android qui durent? Si on passe au slide suivant, ça s'explique par le fait qu'on est souvent entre deux monopoles. Toujours, je parle de la spécificité Android. Donc, Android, c'est Google. Et Google, quand ils sortent une version Android, en général, ils vont la supporter environ 3 ans, 3 ans et demi. Si on regarde le fabricant de puces, donc le fabricant de puces, c'est ce que vous allez, la pièce qui va être la principale, le corps module dont parlait tout à l'heure Luc, c'est la pièce principale qui va régir beaucoup de choses dans votre téléphone. Et ce corps module-là, il va avoir ses propres contraintes techniques. Nous, on a choisi d'incorporer des puces Qualcomm, et Qualcomm nous dit qu'il va supporter 1 ou 2 versions d'Android. Donc, ça veut dire qu'on va sortir un téléphone avec une certaine puce. Cette puce, elle va supporter Android 5 et Android 6, et pas Android 7. Mais Android 6 va avoir une durée de vie limitée, parce que Google va nous dire Android 6, moi j'arrête de le maintenir. Donc on va être pris entre ces deux monopoles-là. Et le choix qu'on fait chez Fairphone, c'est d'avoir une force R&D interne pour faire en sorte d'implémenter des nouvelles versions d'Android sur des puces qui ne sont plus supportées officiellement par le fabricant de puces. Et si nous, on y arrive avec une équipe, Fairphone, c'est aujourd'hui 100 employés, donc je n'ai pas 400 ingénieurs avec moi, et si nous, on y arrive à cette taille-là, pourquoi on n'y arriverait pas à faire ça à une taille plus importante? Et je parle particulièrement des fabricants de téléphones qui sont plus gros que nous. Donc, c'est compliqué, mais c'est possible de le faire. Et notre espérance, justement, c'est que ce software, ces mises à jour logicielles soient plus considérées dans ces indices de durabilité, notamment, pour faire une vraie distinction entre les produits qui sont sur le marché. Donc, je crois qu'on arrive au bout de notre présentation. Ouais, si on va, je pense que c'est presque le dernier slide, si on peut aller au prochain. Voilà, le dernier domaine, c'est réutilisation et recyclage. Nous, on utilise les minéraux recyclés, on utilise du plastique recyclé, du cuivre recyclé. Bien sûr, si quelqu'un achète un nouveau Fairphone, on encourage qu'ils achètent leur téléphone, pardon, qu'ils recyclent leur vieux téléphone. On collecte des déchets électroniques des pays en Afrique, parce que souvent, on voit le second-hand market, ou le marché deuxième vie. On voit que les électroniques qui sont envoyées dans des pays en Afrique, où ils n'ont pas les manières de recycler d'une manière responsable ou durable ces téléphones. Des fois, ils sont brûlés. Alors, en fait, on collecte et on les emmène en Europe pour les recycler. Et les dernières, c'est on fait des analyses et des recherches sur les minéraux et comment recycler plus de minéraux, parce qu'il y en a 40 qui terminent dans un smartphone, pour aider à cette économie circulaire. Et voilà, ça c'était notre point. Je pense que les autres slides, c'était vraiment si vous avez des questions, c'était notre nom. Alors, moi, je suis Luc, ça c'est Agnès. Le prochain slide, c'est Agnès, je pense. Voilà. Merci beaucoup à vous tous, à Fairphone, à Agnès, à Luc, à Thomas et à Laetitia. Malheureusement, on a atteint c'est l'heure, c'est juste l'heure. Je vois qu'il y a eu pas mal d'échanges sur le chat, donc j'espère que on a pu répondre à vos questions à travers ce chat. Il y a beaucoup de choses à dire, il y aurait beaucoup de questions à poser. Je vous invite vraiment, les panélistes, mais aussi les participants, à nous rejoindre dans ce groupe de travail qui se fait en anglais sur le One Planet Network. Vous avez le lien, parce que on a beaucoup, enfin, il n'y a pas que cet espace-là, bien sûr, il y a Hop, il y a tout un tas d'autres espaces où on peut avancer sur la question, mais je trouve que ces débats ont vraiment été très riches et je vous en remercie et j'ai beaucoup appris aujourd'hui sur cette heure et demie, donc un grand merci à vous tous. Je vous dis du coup au revoir et ce webinaire sera disponible en ligne, on va le mettre et vous inviter et vous faire suivre le lien à tous. Un grand merci à tous les panélistes, aussi aux panélistes de la première session, Alec et Flavien, et sachant que Régis est parti à retourner vers ses vacances un petit peu plus tôt. Mais un grand merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.